Merci Meira. Et je vais donc donner la parole immédiatement à notre ami Abraham qui va introduire le sujet. Introduire. Comme vous avez déjà tout dit, Meira, nous allons parler de la croissance économique en Israël. Elle est de 7% le dernier trimestre. C'est bien ça, le sujet, n'est-ce pas? Oui. Bon, bref, l'Alliance de France. Vous avez compris qu'on doit parler de l'Alliance de France. Heureusement que nos journalistes sont de talent, parce qu'avec tout ce qui s'est dit, on va voir si vous allez trouver autre chose à dire. Moi, je poserai juste une petite question pour un peu vous orienter. J'ai l'impression que quand on parle de 10 000 Olim l'année prochaine, ou un peu plus, ce qui fait sur 500 000, ceux qui savent bien compter, ça fait à peu près 2%, est-ce qu'on peut parler vraiment d'infos et est-ce qu'on peut vraiment parler d'une alia sérieuse et importante? On parle dans les salons d'énormément de monde, de motivation, mais j'ai l'impression que c'est plus de l'intox que de l'info. Est-ce qu'on peut parler vraiment d'Alia de France avec 2% de 500 000 juifs? Et est-ce que les raisons sont-elles uniquement l'antisémitisme? Donc il n'y a plus d'idéal pour monter en Israël? Et l'économie, le sionisme, la peur. Alors, est-ce qu'Israël aussi est prête à intégrer, et si vraiment il y avait une vraie alia, une vraie clita en Israël, est-ce qu'on peut parler qu'Israël est prêt à accueillir 10, 20, 30, 50 000 Olim de France? Voilà, je pose les questions en vrac, et comme on a assez de gentlemen, on va commencer par ces dames. La leaderée qui habite, comment tu as appelé ça, Chaim? Ah, Elie, comment ça s'appelle, Elie? De l'autre côté de la force obscure. Ah bon? Alors c'est toi qui vas nous amener la lumière. C'est de là-bas qu'elle vient la lumière. La leaderée. Il sera prêt, c'est à Modir. Rédactrice en chef, pardon. Donc oui, j'habite à Elie, qui a l'honneur d'accueillir chaque année justement une vingtaine de familles d'Olim chaque année. Et donc moi j'ai un peu de perspective pour parler d'Alia de ce point de vue-là, parce que moi ça fait déjà 25 ans que je suis en Israël, mais en les voyant arriver chaque année, ces familles de Olim, là je leur parle, je leur pose des questions, et donc je vois un peu qu'est-ce qui les trouble, qu'est-ce qui les rend heureux, qu'est-ce qui les a motivés, pourquoi ils sont partis. Et donc de ce point de vue-là, je pense que ça peut être intéressant, pas seulement en tant que journaliste, mais en tant que personne. Donc le thème c'est l'Alia retour à la maison, et je crois que c'est vraiment très important de souligner ce point, c'est-à-dire que pour que l'Alia soit facilitée, il faut l'envisager comme un retour à la maison et pas comme une fuite de l'autre maison. Si on fuit la France et qu'on ne vient en Israël que parce qu'on a fui la France, ses problèmes économiques, son antisémitisme, le mal-être, les gens qui font la gueule, etc., on risque, l'Alia ici risque d'être difficile. J'avais écrit un texte il y a quelques années, et je regrette aujourd'hui de l'avoir écrit. Je l'avais appelé « Les Juifs de France et la cuisson du homard ». En fait, c'était un texte qui a eu beaucoup d'écho, mais aujourd'hui, franchement, je me dis que j'aurais peut-être pas dû l'écrire, parce que je vais vous expliquer pourquoi. J'expliquais en fait qu'il y a plusieurs manières de cuire le homard. Moi, je n'en mange pas du homard, parce que, comme vous pouvez le constater, je ne mange pas de homard. Mais j'ai appris qu'il y avait deux manières de le cuire. Alors, soit on le plonge dans l'eau bouillante directement, soit on le met dans une casserole d'eau froide, et puis on allume le gaz. Et puis quand on allume le gaz, tout doucement, l'eau chauffe, mais notre homard, il coule, tout va bien, ça va, il ne se passe rien de particulier. Et puis petit à petit, ça chauffe, et puis ça chauffe, et ça chauffe. Il fronce des sourcils, il y a quelque chose qui ne va pas, il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais il n'a pas très bien compris encore. Et puis vient le moment où ça y est, où c'est trop tard, c'est le point de non-retour. Et moi j'avais le sentiment, c'était à l'époque de Mérard de Toulouse, j'avais un peu le sentiment que les Juifs de France c'était un peu le homard en fait. On les avait mis, ils étaient dans une super casserole d'eau super bonne, avec des synagogues à chaque coin de rue et une possibilité de vivre son judaïsme comme on le voulait, des restaurants de haut de gamme, etc., etc. Mais petit à petit, quelqu'un avait allumé le gaz et avait fait en sorte que c'était de moins en moins agréable de vivre en France, mais ils s'en rendaient même pas compte, parce que je parlais avec des gens de ma famille, et bon. Alors le fait que de se promener sans kippa aujourd'hui en France, bon, je me suis habituée. Le fait que les écoles ressemblent à des bases militaires, les écoles juives, à des forteresses,
Ils se sont habitués. Et je disais, mais quand est-ce que vous allez vous réveiller? Quand est-ce que vous allez sortir de votre casserole? Et aujourd'hui, je pense que c'est dommage, parce que... Pourquoi je regrette? Parce que c'est pas la bonne raison pour monter en Israël. On ne monte pas en Israël pour ça, on ne monte pas en Israël pour fuir l'antisémitisme. On peut le faire, c'est possible. Il y en a beaucoup qui le font, et bien entendu, ils sont les bienvenus. Mais moi, je pense que pour que cette alia elle soit réussie, il est essentiel qu'ils choisissent a posteriori ce qui leur a été imposé a priori. C'est-à-dire que quand ils sont en Israël, ils fassent ce travail spirituel, moi je l'appelle spirituel, un travail peut-être mystique, je ne sais pas exactement quel nom lui donner, mais qui leur permet de se dire, j'ai choisi ce pays, j'ai choisi de rentrer à la maison, justement. Je suis là, c'est pas parce que j'ai quitté la France, c'est parce que je suis venue ici. C'est un peu le sentiment qui m'accompagne, justement parce que, encore une fois, j'accompagne souvent tous les ans des familles qui arrivent, et j'ai le sentiment que ces dernières années, les Juifs qui montent en Israël ont moins choisi. Et le fait qu'ils aient moins choisi, les problèmes leur semblent énormes. Ils ont énormément de mal à y faire face, parce qu'ils n'ont pas cette espèce d'encre qui leur dit « j'ai été choisi pour vivre ici ». Je fais partie de ceux qui ont entendu un appel, qui ont entendu quelque chose, qui les a fait venir en Israël. Et je pense qu'il est vraiment essentiel justement de revenir sur ce mot-là, sur cette phrase. On est rentré à la maison. On est rentré pour écrire notre histoire, pour ne pas uniquement la voir en grognant sur France 2 et en grognant et en regardant les infos de l'extérieur, mais en la vivant, en faisant partie de ceux qui l'écrivent. Et je pense que ça peut aider énormément les nouveaux immigrants. Bien fait. Merci Lali. Côté dame avec Cathy Bisford de Arte, de Radio J. Je me rappelle, Cathy, que quand on était en France, on écoutait Radio J à 7h30 et on écoutait le direct de Jérusalem avec Cathy Bisford. Je me rappelle que je sortais toujours en polo manche court parce que j'entendais Jérusalem 28 degrés. Bon, je partais. Bon. J'ai toujours été surpris, mais c'est toujours un plaisir de te voir, Cathy. Alors, l'intégration des Juifs de France, est-ce que tu peux nous en parler? Apparemment, d'après Lali, c'est pas Me'achouz. Ok, d'abord, je voudrais juste vous raconter quelque chose. On avait à Radio J depuis quelque temps, à chaque fois interviewé des nouveaux immigrants. Et je ne me rappelle plus votre prénom, vous avez utilisé le mot maison. Je me rappelle lorsqu'on avait interviewé des nouveaux immigrants, on leur avait demandé, racontez-nous pour vous qui venez d'arriver Israël en 3 mots. J'ai essayé de me rappeler rapidement, une fois que je vous ai entendu maison, et c'est vrai que c'était le mot maison qui revenait le plus souvent. On a entendu également, j'ai marqué rapidement, ensemble, soleil, espoir, énergie, stress, union. Mais vous savez, l'autre mot qui revenait le plus souvent avec maison, c'était harmonie. C'était intéressant, c'était le mot harmonie. Ça avait l'impression que lorsqu'ils arrivaient ici en Israël, quoi que soient les difficultés, etc., il y avait une sorte d'harmonie, je dirais presque spirituelle, entre leur âme, leur corps et ce qui se passait autour d'eux. Ceci dit, pour poursuivre, je ne vais pas revenir à ce que vient de dire Lali, je suis d'accord avec tout ce qu'elle a dit. Je voudrais prendre une perspective de beaucoup d'entre nous qui sommes ici, et pas seulement nous, mais si l'on prend les Russes, les Éthiopiens, etc., l'histoire d'Israël d'aujourd'hui, de 2015, montre qu'en fin de compte, l'histoire de l'Aliyah, ça a été une réussite extraordinaire, puisque en fin de compte, à part des problèmes, et c'est vrai qu'il y a des problèmes, si on voit ce qu'est Israël, Israël c'est une affaire d'immigration pure et simple. Tous les gens qui sont ici sont, enfin pas tous, mais une grande partie des gens qui ici ont immigré, même lorsqu'on est fils d'immigrants, il y a tout de même un processus psychologique, sociologique, etc., qui ont dû assumer, et en fin de compte, ça a été un succès malgré, en fin de compte, toutes les difficultés. Alors à mon avis, c'est pas tellement l'histoire de choisir ou de ne pas choisir, parce que si vous voyez par exemple l'Aliyah des Russes, l'Aliyah des Éthiopiens et beaucoup d'autres Aliyahs, ils n'ont pas choisi, et pourtant l'Aliyah des Russes, c'est à mon avis un des meilleurs exemples. Ils n'ont pas vraiment choisi, en tout cas pas l'année de 90, ça s'est ouvert les portes, alors ils sont venus. Et grosso modo, c'est sûr que comme partout dans chaque société, il y a des problèmes, mais grosso modo, c'est une réussite énorme. L'intégration, je ne parle pas seulement de l'Aliyah, mais l'intégration des Russes. Donc d'une manière générale, pour commencer, je veux commencer par un côté positif, l'histoire de l'Aliyah en Israël, c'est à mon avis un exemple pour le monde entier
d'une capacité d'un pays d'intégrer des gens qui n'ont strictement rien à voir entre les uns et les autres, à part qu'ils sont juifs, mais certains ne sont pas du tout religieux. Je n'ai même pas besoin évidemment de revenir. La différence entre quelqu'un qui est venu d'Addis Abeba et quelqu'un qui est venu de Moscou, quelqu'un qui est venu de France, ça à mon avis strictement rien à voir. Et pourtant, ça a marché. Alors, moi je vois deux difficultés. Moi je suis là aussi depuis très longtemps, hein, comme Lali, depuis plus de 30 ans. Je suis venue jeune, donc c'est vrai que c'est complètement différent à une époque où c'était totalement différent. Aujourd'hui je vois deux difficultés sur l'ALIA. Tu parles de l'intégration, au niveau de l'intégration des Juifs de France. Ce n'est pas tellement l'histoire du choix ou pas de choix ou de l'idéologie, mais deux difficultés de la réalité. Je n'ai même pas d'ailleurs vraiment de solution, mais la première difficulté, c'est qu'ils arrivent dans une situation où Israël est beaucoup plus francophone, je parle de l'Alliance des Juifs de France, ou des Juifs francophones, est beaucoup plus francophone qu'il y a 20 ans ou qu'il y a 30 ans. On peut sortir n'importe où en Israël aujourd'hui et parler en français et vivre en français. Et donc, ça devrait être une facilité alors. Alors justement, apparemment, apparemment ça pourrait être, c'est vrai, c'est la question. On se dit en fin de compte, on peut travailler en français, vivre en français, acheter son pain en français, même mettre ses enfants à la maternelle en français. Maintenant, j'ai appris qu'il y a des classes comme le font les Anglais et les Russes, il y a des maternelles également en français. Et donc, on peut se dire, ok, mais si on voit le phénomène, et notamment au niveau de l'adolescence, mais certainement également dans le monde adulte, je ne veux pas utiliser le mot ghetto, c'est peut-être un petit peu trop fort, mais il y a là un phénomène de risque, à mon avis, que l'on voit devant les yeux se développer. Je ne sais pas très bien dans quelle direction ça ira. Peut-être qu'en fait, ça se terminera bien, parce que si vous voyez l'ALIA américaine, par exemple, qui est une petite ALIA, elle aussi, ça a été une ALIA de ghetto. Ils sont arrivés en Israël, ils ont gardé leur communauté, gardé leur synagogue, gardé leurs amis. Ils n'ont pas été comme les Russes avec une intégration beaucoup plus importante. Et en fin de compte, au bout de quelques années, ils se sont intégrés d'une manière ou d'une autre. Mais il y a là une situation où les Français vivent en français. Et la conséquence, c'est qu'ils apprennent beaucoup plus difficilement l'hébreu. Et à mon avis, là, il y a un problème dramatique. On voit l'apprentissage de l'hébreu. On a eu des chiffres il n'y a pas longtemps qui ont montré que l'apprentissage de l'hébreu était 2 fois plus lent que l'apprentissage de l'hébreu il y a 30 ans, à famille égale. Et donc là, à mon avis, il y a un problème en tant que tel. Voilà donc la première difficulté, l'histoire du ghetto français. Je ne sais pas exactement ce que ça donnera il y a quelques années, mais je crois qu'il faut dire qu'aujourd'hui, il y a une sorte de risque s'il n'y a pas une volonté d'intégration de ces gens qui arrivent d'une manière ou d'une autre. Je vous donne juste un exemple, même les enfants, on en avait parlé d'ailleurs avec toi, avec Lali, même les enfants à l'intérieur des lycées dans certaines villes se retrouvent entre eux et donc il y a un potentiel, si vous voulez, de crise. Ça c'est la première chose. Deuxième chose que je vois autour de moi, hein, dans notre travail de journaliste, c'est sûr que quand on arrive dans un pays, il faut trouver un travail, il faut intégrer les enfants dans les écoles, etc. Mais on a parlé avec beaucoup de gens qui sont responsables de psychologues dans les municipalités ou également sur le terrain, qui s'occupent également de familles à titre privé et qui nous disent, qui sont là depuis très longtemps, donc elles ont vu plusieurs vagues d'ALIA. Et elles nous disent que le choc culturel, c'est intéressant, je ne sais pas exactement l'origine, mais le choc culturel du passage de la France au passage en Israël est plus dur aujourd'hui qu'il y a également quelques années. Parce qu'il faut comprendre que c'est vrai qu'on s'occupe, et c'est normal, l'État d'Israël en tant qu'État et la société, les organisations s'occupent essentiellement du problème de l'intégration économique, de l'intégration scolaire, etc. Mais il y a une rupture d'identité culturelle pour des gens qui passent de France à Israël et ça crée des crises à l'intérieur de la famille, des crises de couple. On voit énormément de problèmes à l'intérieur des familles de couples qui étaient relativement stables en France et qui, si, connaissent des problèmes. Je crois que c'est délicat d'en parler, mais il faut le dire. C'est une des choses qui est soulevée dans beaucoup de forums. Et également le problème du rapport enfant-parent, parce que les normes et les codes israéliens sont strictement totalement différents. Je vous donne un seul exemple qui est très connu certainement d'entre vous qui êtes ici, vous avez certainement entendu cet exemple. En Israël, tout ce qui est le parascolaire à l'intérieur même de l'école est quelque chose qui est très commun et qui est même basique.
Et lorsque les enfants reviennent à l'école pendant des journées entières, et notamment dans des périodes comme celle d'aujourd'hui, de cette semaine, de Yom HaZikaron, Yom HaShoah, qui reviennent sans devoir, etc., les parents ne comprennent pas que tout ce qui est une sorte d'occupation sans travail scolaire régulier, c'est un des exemples, si vous voulez, de brisure au niveau de la structure qu'ils connaissaient. Et donc là, à mon avis, il y a à mon avis là une sorte d'interpellation, disons, des gens qui s'occupent d'Alia de trouver une solution à cette situation. Bon. Nous avons ici, je crois, le coordinateur de l'Alia et de la Klita en Israël, si je ne me trompe pas, Ariel. Le Misra de la Klita de l'Alia, et peut-être tout à l'heure tu pourrais intervenir par rapport à l'intégration, je pense que tu es très bien placé. Michael, tu as des enfants scolarisés ou à l'armée. Comment s'est passée l'intégration en ce qui te concerne et qu'est-ce que tu penses par rapport à l'intégration en Israël, Michael Blum? Oui, mes enfants scolarisés, non, je ne crois pas qu'on va parler de ça ce soir. Mais ils sont après l'armée déjà, donc... je voudrais poursuivre sur ce que Cathy a dit. Je pense qu'il est temps de tirer une sonnette d'alarme et que si aujourd'hui on n'est pas capable, enfin nous les Français et franco-israéliens, de voir les problèmes dont certains ont été soulevés par Cathy à l'instant, on se prépare à un échec de l'Alia des milliers de juifs français qui doivent venir dans les années à venir. Quand je parle de faire quelque chose, il s'agit ici non pas de manifester dans la rue, mais d'essayer d'avoir de l'influence parce qu'on est une communauté forte, parce que les franco-israéliens sont relativement, même plus que relativement, très bien intégrés à la société israélienne, parce qu'ils ont des contacts et parce qu'ils peuvent influencer sur les décisionnaires. On a vu ces dernières années donc une vague d'Alia. Alors, je reviens à ta première question, Abraham. C'est clair que ce n'est pas 1 million de Juifs de France qui vont arriver, tout simplement parce qu'ils ne sont pas 1 million, et que les Russes, il y a 1 million de Russes qui sont arrivés ici. Il faut cesser la comparaison. Les Russes réussissent, ils obtiennent plein de choses. Il y a des fonctionnaires russes dans tous les bureaux, le ministère, etc. Et il faut cesser de se plaindre en se comparant à l'Alia russe parce que ça n'a rien à voir. L'Alia de France sera toujours inférieure à l'Alia de l'ex-URSS. Néanmoins, il faut se préparer par rapport aux chiffres qui arrivent et aux chiffres prévus. Le nombre d'Olim cette année, donc en 2014, l'année dernière donc, est le plus grand, c'est le plus gros chiffre d'Olim de France depuis 1948. Une seule fois, on a dépassé les 5000, c'était après la guerre des 6 jours, enfin en 1968. Et là, on peut vraisemblablement arriver en 2015 à 10 000, peut-être 15 000 après, peut-être même 100 000 dans les années à venir. On peut l'envisager. Mais pour se préparer à cette alia, il faut faire un travail en amont. Alors, tu as rappelé la présence d'Ariel Picard. Aujourd'hui, le ministère de l'Intégration s'implique et a fait énormément d'efforts. Là, on est entre deux ministres, peut-être entre une ministre avec la même ministre. On verra ça dans quelques semaines. Mais dans les faits, le ministère de l'Intégration a alloué des budgets très importants à l'Alia de France. A nommé quelqu'un, un coordinateur pour l'Alia de France. Il y a de plus en plus de gens et de budgets pour s'occuper d'informer les gens en France de ce qui va se passer ici. Je pense qu'il faut aller plus loin. Aller plus loin pour empêcher, pour éviter les échecs scolaires, les problèmes de couple, les problèmes de chômage. On n'a pas parlé, mais tu as fait allusion au fait que dans ces ghettos, entre guillemets, on va garder les guillemets pour l'instant, des Français qui arrivent ici, qui travaillent en français, dans des call centers notamment, des milliers de familles en Israël, aujourd'hui travaillent en français toute la journée, rentrent à la maison et n'ont pas appris l'hébreu. Les enfants, eux, suivent un autre parcours dans une scolarisation, et donc les parents ne peuvent plus aider aux devoirs quand il y en a. Ce décalage de plus en plus important entre ces Olim de France et la société israélienne va nécessairement poser des problèmes. Les problèmes existent. Je pense qu'il y a eu des tentatives. Il y avait, lors de la dernière Knesset, un lobby francophone, d'un député qui n'a pas été réélu. On a parlé, et il y a toujours, avant chaque élection, on parle de partis francophones, à l'intérieur de chaque parti, des Français qui pourraient être élus et faire avancer la question des Olim de France.
J'y crois pas du tout, je pourrais développer si ça intéresse, mais enfin, pour moi, ça n'a aucun lieu d'être. Par contre, ce que les... Pour qu'un Français soit dans un parti ou qu'il y ait un parti francophone? Ni qu'il y ait un parti francophone, ni qu'il y ait un parti francophone, ni qu'un Français dans un parti puisse influencer la politique. C'est pas s'intégrer en Israël que d'être dans la politique? Non, quelqu'un, je souhaite bonne chance. D'origine francophone? Non, Bien sûr, je sais il dit que ça ne peut pas influencer, il n'est pas contre. Au pays Yehudi, je sais par exemple qu'il y avait un Français, mais je crois qu'il était... francophone. Un franco-israélien était 25e sur la liste. Quelle est son influence? Pareil pour Israël Betenu. Quand on est dans... Aucune influence si on n'est pas élu. Voilà. Donc plutôt que de viser à être élu pour essayer d'avoir une influence, je pense qu'on doit travailler, nous, au sein de la communauté, pour que les choses changent au niveau local. Au niveau local, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le ministère de l'Intégration alloue des budgets très importants aux mairies pour aider à l'intégration locale. Il y a des Olim dans telle ville, à Natania, il y a des Olim de France, la mairie crée des programmes, et aujourd'hui, la mairie, je donne un exemple réel, à Natania, il y a des programmes pour les Olim français, spécifiques, pour que les mairies... à Jérusalem aussi, tout à fait, d'ailleurs vous avez pu le recevoir grâce à Madame Blum, qui n'a aucun lien de famille avec moi. Il y a des programmes... Il y a des programmes pour les Français dans certaines mairies, parce que dans les mairies, il y a eu des gens pour... prendre les budgets du ministère de l'Intégration, le ministère de l'Immigration et de l'Intégration, ce qui s'appelle comme ça aujourd'hui, pour faire avancer la cause des Français au niveau local. Et je pense qu'il faut multiplier les initiatives. Il y a eu il y a quelques années, aux dernières élections municipales, je ne sais pas si vous vous souvenez, le nombre de Français qui s'étaient présentés à peu près dans une dizaine de villes aux élections municipales. C'est là-dessus, à mon sens, qu'il faut faire des efforts pour qu'au niveau local, on puisse s'occuper. Avoir un programme général, dire, comme certains le font, on a pu le dire à droite à gauche, il faut construire des villes pour les Français. C'est pas avec 7000 Olim ou même 10 000 qu'on va construire. Chacun a ses propres envies, des lieux où il va l'habiter. Je sais que, par exemple, Lali, si on peut le dire, est comme conseillère municipale dans son village. Et c'est clair qu'elle a avec le... la famille française, il faut au moins... Voilà, là où il y a des Français, si au niveau local on peut agir, c'est quelque chose de bien. Et encore un autre point sur lequel, à mon avis, on peut agir, je l'avais noté, ça va me revenir. On laisse la place à Non, Stéphane Amar. Ah oui, voilà, très important. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que dans les ministères aujourd'hui, on a tendance à se tourner vers le ministère de l'Intégration en disant « qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites ?» Alors c'est vrai que le ministère de l'Intégration peut faire beaucoup et doit faire beaucoup, c'est sa mission, mais aujourd'hui les problèmes des Olim, c'est aussi des problèmes de logement, des problèmes d'équivalence de diplôme, des problèmes d'éducation scolaire, d'intégration, des problèmes sociaux. Beaucoup d'Olim arrivent ici sans argent, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'Olim de France qui partent de France en disant « moi j'y arrive pas ici, en Israël on va m'aider ». Et Israël, ici, la politique sociale israélienne est très loin d'être celle de la France. Et je pense qu'il faut influencer, non pas de mettre tous les efforts sur le ministère de l'Intégration, mais au contraire d'être un lobby, de créer des lobbies au sein de chaque ministère. À partir du moment où le ministre du Logement sera conscient, je me souviens d'une promesse d'Auré Ariel, le ministre du Logement en public, je ne sais pas si tu te souviens, il avait dit si vous venez, on vous construira des quartiers, etc., etc. Il y a toujours beaucoup de promesses préélectorales. Mais influencer, aller au ministère de l'Éducation pour qu'il y ait des programmes spécifiques pour les Français, aller au ministère des Affaires sociales pour qu'il y ait des programmes spécifiques pour les Français, parce que les Français n'ont pas les mêmes besoins que les Russes ou que les Éthiopiens. Et dans chaque ministère, il devrait y avoir des gens capables d'influencer à l'intérieur. Or, on sait aujourd'hui qu'il y a des hauts fonctionnaires Olim de France ou proches de la communauté française dans la plupart des ministères israéliens. Donc je pense que c'est là-dessus qu'il faut appuyer pour espérer une meilleure intégration des milliers d'Olim qui vont venir, si Dieu veut. Alors, je ne peux pas passer la parole de tout à Shrag à Blum, on était avec un Blum, on ne peut pas passer dessus d'un autre Blum, on va passer par Stéphane Amar de BFM TV. Et qu'est-ce qu'en pense le journaliste de BFM TV? Est-ce que le tableau est si sombre pour l'intégration? Alors, je suis beaucoup moins spécialiste en fait que les gens qui viennent de parler de l'intégration. Moi, il y a quelque chose qui me semble complètement évident, c'est que l'intégration, elle dépend quand même avant tout de la volonté de s'intégrer, de la volonté individuelle de s'intégrer. Je me souviens quand j'étais à l'Ulpan,
la prof, elle nous disait que quand il y avait les Russes, et qu'elle leur donnait une liste de 30 mots à apprendre, elle était sûre que le lendemain, tout le monde savait les 30 mots par cœur. Et que les gens louaient des appartements à 2 ou 3 familles, ils habitaient dans des 3 pièces à 2 ou 3 familles pour pouvoir payer des études aux enfants, afin qu'ils s'intègrent le mieux possible. Donc c'est vrai que, comme dit Michael, quand il y a des gens qui, en plus, viennent d'un pays où la culture est quand même extrêmement axée sur l'assistanat, comme la France, où on attend tout finalement de l'État, qu'ils arrivent ici et qu'ils pensent qu'effectivement ils vont à nouveau entrer dans un système d'assistanat, souvent les désillusions sont cruelles. Et je pense que ce qu'il faut dire aux gens, c'est que s'ils veulent s'en sortir, il faut qu'ils comptent d'abord sur eux-mêmes, qu'ils se donnent du mal, qu'ils apprennent l'hébreu, etc. Et qui surtout n'attendent pas de retrouver, parce qu'il ne faut pas non plus leurrer les gens. Là, j'étais en France au mois de janvier, après les attentats, pour faire justement un reportage sur l'Alia. Je veux dire, quand on vient à 40, 50 ans, c'est sûr que c'est plus difficile quand on vient à 20 ans ou à 25 ans de s'intégrer, de se refaire à une situation, surtout dans certains métiers. Il y a par exemple beaucoup d'avocats là-bas, juifs en France. C'est sûr que quand on a une clientèle à Paris, dans le 8e arrondissement, et qu'on vient ici, qu'il faut réapprendre un droit qui n'a rien à voir et se reconstruire une clientèle, on n'aura forcément souvent pas la même situation. Et c'est pareil pour tous les commerçants, tous les petits fonctionnaires. Il y a énormément de gens qui travaillent chez France Télécom, à la Poste, etc. Donc il y a effectivement, par nature, c'est une immigration par nature, c'est quelque chose de difficile. C'est vrai pour des Africains qui viennent habiter en France, c'est vrai pour des Français juifs qui vont aller à Miami ou à Montréal. Se réacclimater à un pays, ça nécessite forcément un effort, et souvent, malheureusement, à partir d'un certain âge, une certaine chute du niveau de vie, ou en tout cas du confort de vie. Ça, c'est des choses qu'il faut dire. Maintenant, ce que je voudrais, en fait, c'est replacer l'Aliyah de France dans son contexte historique, parce que c'est très important pour comprendre ce qui se passe actuellement, et pour voir quel rôle et quel regard on peut porter sur cette Aliyah, et comment on peut lui permettre de réussir. De quoi on parle, en fait, quand on parle d'Aliyah ? Donc c'est la montée, ça tout le monde le sait, c'est considéré comme une consécration quelque part dans la vie d'un juif, de revenir habiter en Israël. Mais c'est quoi revenir habiter en Israël? Depuis quand en fait finalement les juifs ne sont plus en Israël? Alors sans remonter trop loin, on peut dater l'exil qu'on vit actuellement, donc il date de 70 à peu près, entre 70 et 130 de notre ère, avec la destruction du deuxième temple, puis ensuite les guerres d'Israël contre les Romains, Bar Korba, etc. Et là donc le peuple va être complètement éparpillé à ce moment-là, mais pas vraiment en fait, puisqu'il va être concentré dans un endroit, c'est en Babylonie, où il y avait déjà un exil depuis très longtemps, depuis le 6e siècle avant notre ère. Et là, les Juifs ne sont pas vraiment en exil en Babylonie, puisqu'ils ont à la fois un pouvoir religieux, il y a le Gaon, il y a un chef religieux dans cet espace qui produit énormément de sagesse juive, puisque c'est là que va s'écrire le Talmud, qui est toujours étudié maintenant, le Talmud de Babylone, donc jusqu'au 5e siècle à peu près de notre ère, 5e, 6e siècle. Et surtout, il y a un pouvoir politique, et ce qu'on appelle l'exilarque, le Resh Galuta, qui lui va prendre des décisions politiques. C'est une espèce d'État dans l'État, finalement, les Juifs en Babylonie. Donc ils ne sont pas vraiment en exil, ils n'ont pas le sentiment, finalement, de plus être reliés les uns aux autres, puisqu'ils vivent une vie collective. Et ensuite, cet exil va se déplacer en Espagne, donc ça va être l'âge d'or du judaïsme espagnol, et là on a perdu un échelon, c'est-à-dire qu'il y a toujours une unité, d'abord géographique, tout le monde, enfin, la majorité des Juifs vivent dans le même espace, et ils sont aussi autour de leur sage, il y a aussi une production, avec évidemment le Rambam, etc., intellectuelle juive, religieuse. Donc il y a une vie juive encore unifiée, mais il n'y a plus de pouvoir politique. On est sous la domination, sous la souveraineté des Espagnols, avec la fin qu'on connaît en 1492. Et c'est vraiment là en fait que commence l'exil. C'est là que les Juifs vont être dispersés dans le monde entier. Il n'y a quasiment pas un pays où il n'y aura pas de Juifs entre 1492 et le XXe siècle. Ils vont être absolument dispersés, donc sans unité géographique, sans vie intellectuelle et religieuse commune. Il y a deux vies culturelles très distinctes qui vont se développer, donc les séfarades, les Espagnols, et les Ashkénazes, donc les Allemands autour de l'Europe. Mais en 1492, ce qui est très étonnant, c'est qu'en fait c'est à ce moment-là que va commencer le retour des Juifs sur leur terre. Puisque 4 ans plus tard, c'est les premières aliotes, c'est-à-dire à Sfat, avec le Harizal, avec Rabbi Yosef Karo, on va écrire un code, le premier code finalement commun à tous les Juifs du monde, le Shulchan Aruch, religieux. Donc on va en fait commencer à essayer de réunifier quelque part tout ça. À peine l'exil de l'Espagne, à peine l'exil commence finalement, que le retour en Israël commence à s'opérer.
Puis il y a la fameuse alia des élèves du Gaon de Vilna au XVIIe. Au XIXe siècle, déjà on commence à repenser très concrètement au retour avec le Rav Alcala et le Rav Kavicher, c'est au milieu du XIXe. Puis la première alia, 1882, avec des Yéménites et des Russes qui reviennent s'installer en Israël. Puis 14 ans plus tard, Herzl qui écrit son livre L'État juif. Donc là, le projet politique commence vraiment à prendre corps. Quelques années plus tard, Ben Gurion arrive en Israël, le Rav Kook arrive en Israël, donc on repose à la fois les bases matérielles d'un État et aussi religieuses, donc avec une nouvelle forme de judaïsme du retour qui va s'installer. Et puis les aliotes vont commencer au début très peu massives. Donc la deuxième alia c'est de Ben Gurion. La première c'est quelques centaines de personnes, la deuxième c'est quelques milliers de personnes. C'est très peu de gens finalement. Ils se connaissaient tous, Ben Gurion, Golda Meir, les parents de Moshe Dayan. C'est un tout petit monde, tout le monde vivait dans les mêmes rues à Tel Aviv, dans quelques kibbutz. Et en 1917, donc il y a la déclaration Balfour. Ça c'est vraiment le premier acte international qui va permettre le retour de tous les juifs sur leur terre. Et comme disait Ben Gurion, on a eu finalement un État, mais les Juifs ne sont pas venus, personne ne vient après Balfour. Il y a très peu d'alias, il y a quelques alias éparses comme ça à droite à gauche, il y a beaucoup de joie dans le monde, mais ça ne se traduit pas par de l'alia. Et là, les aliotes, en fait, qui vont commencer, les vrais aliotes massifs, c'est des aliotes de détresse. C'est-à-dire d'abord, ça va être les Polonais qui sont victimes de persécutions dans les années 30, mais c'est plus tout la même alia, c'est des commerçants beaucoup moins motivés que les premiers. Ensuite, vous avez les Allemands dans les années 30 aussi, qui sont victimes de l'antisémitisme d'Hitler. Dans les années 40, les portes sont fermées, mais il y a quand même également des gens qui essayent de rentrer, des Roumains, des Polonais, des Russes, des Allemands, etc. Et dans les années 50, donc là on est à peu près à 600 000 personnes en Israël. Ensuite vous avez les Marocains, dans les années 50, avec les Irakiens, là ça devient des aliotes beaucoup plus massifs, et qui sont toujours des alias de détresse. Les gens n'ont plus le choix. Il faut qu'ils quittent leur pays, alors certains vont aller en France, au Canada, et d'autres en Israël. Mais encore une fois, comme disait Lali au début, ils n'ont pas choisi, ils sont ici parce qu'ils ne savaient peut-être pas tellement où aller. D'ailleurs, il faut bien réaliser que les gens, par exemple, du Maroc, qui sont venus s'installer en Israël, souvent, ce n'étaient pas les meilleurs qui venaient s'installer en Israël. Les meilleurs, ils partaient en France, ils partaient au Canada, et puis ceux, entre guillemets, un peu les ratés, ou ceux qui n'étaient pas très bons à l'école, etc., on les envoyait en Israël parce qu'il n'y a que là, finalement, qu'ils avaient une place. Et pour aller un peu vite, hein, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et après, donc, vous avez plus près de nous l'alia des Russes, qui a été effectivement une alia massive, mais aussi où c'est une alia où les portes sont ouvertes d'une dictature. Les gens, il y avait beaucoup de gens bien sûr qui venaient en Israël, mais c'était pas par choix. La première fois, en fait, depuis la deuxième alia, depuis Ben Gurion, qu'on a vraiment des Juifs qui viennent habiter en Israël par choix, c'est en 1967. C'est au moment de la guerre des 6 jours. Pourquoi ? Parce que Israël va briller dans le monde entier, va offrir l'image d'un pays triomphant, qui a terrassé des ennemis beaucoup plus puissants que lui, et ça va attirer énormément de monde. Alors à ce moment-là, effectivement, c'est là que les Anglais arrivent, que les Américains arrivent, que les Français aussi arrivent. C'est une des vagues d'alia les plus importantes qu'il y ait eu dans ces dernières années. Et on arrive donc à l'alia en ce moment donc, des Français, qui effectivement est l'alia la plus massive qu'on ait eu d'un pays occidental, et surtout en fait les gens viennent par choix, parce que comme le disait Lali, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les Juifs ne sont pas vraiment en danger en France. Alors ils peuvent se penser en danger, ils peuvent pour certains, même pour beaucoup malheureusement, avoir subi des agressions antisémites, mais le gouvernement français soutient les Juifs, les protège, essaye de faire en sorte qu'ils se sentent en sécurité dans ce pays, et donc finalement les Juifs français ne viennent pas vraiment par détresse. Ils viennent en Israël beaucoup, et c'est vrai que Lali avait raison, comme je disais tout à l'heure, par choix. Et ça change tout. Et alors, je veux dire, Ariel Picard, effectivement, l'agent juif fait un travail remarquable pour aider, le Misra d'Aklita, pour aider les gens à venir d'abord en Israël, mais à s'intégrer, mais finalement, elle a assez peu, enfin, à mon sens, elle a assez peu de poids. C'est pas parce qu'on va dire aux gens venez en Israël, venez en Israël, venez en Israël, ou parce qu'on va dire aux gens on vous trouvera du travail, on vous construira des maisons, que les gens vont venir. D'abord parce que c'est pas vrai, comme dit Mickaël, on peut pas assister tout le monde, mais surtout parce que c'est pas ça en fait qui fait venir les gens en Israël. Ce qui fait venir les gens en Israël, c'est soit parce qu'ils n'ont pas le choix, comme on l'a dit, soit parce qu'Israël est un État attirant. Et moi je crois qu'en fait ces chiffres qu'on a d'Alia, qui montent, c'est parce qu'Israël est de plus en plus attirant. Alors c'est vrai que c'est un pays où il y a moins de chômage qu'en France, c'est une donnée qui est quand même très importante. On peut réussir en Israël quelque part maintenant plus facilement qu'en France, qui pouvait paraître paradoxal par rapport à ce qu'il y avait il y a quelques années. Mais surtout, c'est un pays qui rayonne sur le monde. Et je pense que finalement, la seule recette que pourrait appliquer Israël, d'ailleurs quelqu'un comme Netanyahu l'a très bien compris, ou comme Naftali Bennett, pour faire venir des Juifs,
c'est de construire finalement le pays, de le développer. Parce que plus le pays est développé, plus il est en progrès, que ce soit au niveau économique, au niveau social, de la justice sociale, au niveau de la médecine, de la culture, du cinéma, des séries télé, tout ce qu'on voudra mettre dedans, plus en fait ce pays va être un aimant pour tous les juifs du monde entier. Pas pour les juifs d'ailleurs, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui sont attirés par ce pays qui ne sont pas juifs du tout. Il y a de plus en plus de touristes par exemple qui viennent en Israël. Mais c'est certain qu'il n'y a pas de recette miracle, ni de plan miracle, mais si je trouve que c'est très bien hein, que les gens fassent des plans et des incitations diverses pour permettre aux gens de venir. Mais ce qui a marché finalement à travers les années, à travers les siècles, c'est essentiellement le rayonnement d'Israël qui en fait agit comme un aimant et procède donc au kibbutz galouyot, on appelle en hébreu donc, le rassemblement des exilés, parce que c'est dans le sens de l'histoire. L'exil a permis au peuple d'Israël de diffuser son message dans le monde entier, puisque dans chaque pays, comme je l'ai dit, il y avait des juifs qui ont diffusé autour d'eux la sagesse juive et le message finalement des prophètes de la Torah. Et en revenant en Israël, c'est aussi le sens de l'histoire, ils vont aussi ramener la sagesse des nations, et on le voit très bien avec les Français, parce que les Français amènent en Israël le génie français, au sens très large, ça ne se limite pas du tout à la politesse ou à la façon de s'habiller, mais c'est une façon d'appréhender le monde, un intellectualisme dont ont besoin les Israéliens, une faculté à conceptualiser les choses, parce qu'il y a vraiment un vrai déficit en Israël, on ne sait pas où on va, on gouverne à vue, etc. Et on sent bien que les Français ont un apport extrêmement important, un rôle à jouer extrêmement important à ce niveau-là. Et donc c'est en fait, l'Aliyah de France, ça s'inscrit vraiment dans un mouvement historique qui a commencé à 2000 ans et qui est en train finalement de s'achever, puisque le rabbi Lubavitch disait que l'Aliyah française va être celle qui amènera l'ère messianique, que ce soit même les paris en fait, qui amènera à Jérusalem l'ère messianique. On peut l'applaudir. Alors, Shraga Bloom, qui travaille avec LPH Info et 24, Aliyah de détresse ou Aliyah d'idéal pour la France? Alors, je voudrais citer en préambule une des chevilles ouvrières de l'Aliyah en Israël qui s'appelle Shalom Var. Et qui est venue en Suisse dans les années 90 parce que j'ai fait mon Aliyah de Suisse, bien qu'étant d'origine française, d'où mon mérite. Parce que faire l'Aliyah de Suisse, il faut vraiment le choisir. Tout comme Dr Armand Cohen que je vois derrière là-bas. Et Shalom Var était venu à Lausanne pour parler d'Aliyah justement, ou de la situation en Israël. Et puis, pendant sa conférence, quelqu'un s'est levé après et puis a dit oui monsieur, mais moi j'ai vécu en Israël, j'ai fait mon Aliyah, Israël n'a rien fait pour moi, alors je suis reparti. Et Shalom Var, sans se démonter, lui dit c'est pas grave, restez où vous êtes, je ferai un enfant de plus. Et il en a fait plusieurs de plus. Je ferai un enfant de plus. Voilà ce qu'il a, et il en a fait plusieurs d'ailleurs, à l'époque il en avait 4 ou 5, il en a eu 13 en tout. 10. Ah d'accord, bon. Peu importe, mais en tout cas, pour vous. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tous les problèmes qui ont été évoqués ici sont réels, sont vrais, sont vécus. Mais comme je rebondis justement sur ce qu'a dit Stéphane, il faut quand même avoir conscience des événements que nous vivons ici. C'est-à-dire nous vivons notre vie d'homme ou de femme sur l'échelle de l'histoire, c'est rien du tout. Mais en tant que croyants, nous sommes tout à fait conscients que rentrer à la maison, c'est un événement dont beaucoup de gens ont rêvé avant nous, dont beaucoup de générations ont rêvé avant nous, et que nous avons l'immense chance de vivre. Et même si ça ne donne pas à manger, comme on dit ici, même si on ne va pas à l'épicerie avec, on ne fait pas Shabbat avec, ça peut énormément aider dans la compréhension qu'on se fait au quotidien de l'intégration qu'on est en train de vivre. Deuxième point, c'est qu'il ne faut pas oublier non plus que nous, à l'âge que nous avons, nous sommes une génération de transition. Ça veut dire que les problèmes qui existent sont réels, je l'ai dit, économiques, financiers, culturels parfois. Mais quand je vois nos enfants, et quand les Olim, les immigrants voient leurs enfants, qui s'adaptent de manière très rapide, et qui deviennent les enseignants de leurs parents. Cathy avait parlé de ces changements culturels qui sont parfois difficiles à admettre. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile à admettre quand on reçoit des ordres de sa fille ou des conseils. Parce que finalement, la génération qui est née ici ou qui est arrivée jeune ici arrivera beaucoup plus facilement à s'intégrer que les personnes qui arrivent à nos âges, par exemple, dans la quarantaine. Alors c'est vrai que ce n'est pas facile tous les jours, mais c'est un élément dont il faut prendre compte. Sur le plan de l'histoire, c'est absolument
une seconde sur le plan de l'histoire. Et je crois que si on garde cette conscience qu'on fait partie justement d'un mouvement mondial du peuple juif qui rentre à la maison, et justement comme Lali en parlait tout à l'heure, et je crois qu'elle n'est pas la seule, c'est vrai que l'Alia ne se fait pas toujours par choix, elle se fait aussi par nécessité parfois, ou par des violences, mais finalement ça a toujours été comme ça, très souvent, et si on croit aux paroles des prophètes, on se dit finalement, quelle que soit la manière dont ça se fait, ça se fait. Et moi je suis personnellement très optimiste sur l'armée de l'Alia, même l'Alliance de France, même si elle est numériquement pas ce qu'on veut bien en dire dans les médias, dont on fait partie d'ailleurs. Oui. Mais c'est vrai que le mouvement est là. Le mouvement est là, et je suis persuadé par exemple que l'Alliance américaine va beaucoup grandir dans les années qui viennent aussi peut-être, et je crois que l'État d'Israël s'en sortira enrichi, comme tu as dit Stéphane. C'est que Israël... D'ailleurs, ces réflexions viennent souvent de personnes non juives. C'est-à-dire, je ne sais pas si tu te rappelles, Abraham, quand on a interviewé M. Christian Estrosi, qui est venu en Israël, il a dit, mais moi je suis français, mais Israël, je conçois qu'Israël attire aujourd'hui beaucoup plus que la France. C'est un pays d'avenir, c'est un pays jeune, c'est un pays qui... je crois que tu m'as dit, Ayala, que Israël est classé premier au monde dans le domaine de l'innovation. Et donc, dans le domaine technologique, donc c'est ces éléments qui vont attirer de plus en plus de jeunes et de familles qui vont venir faire en Israël. Alors les difficultés, elles sont là. On peut pas les nier, elles sont là, on ne peut pas les mettre sur le tapis. Il faut des gens qui, tous les jours, s'y attellent dans les administrations, comme tu as dit, Michael. Mais je crois qu'à terme, la direction, elle est bonne. Parce que nous sommes dans un mouvement positif. Et quand on voit qu'on a célébré, commémoré Yom HaShoah il y a quelques jours, excusez-moi, mais de voir qu'en 70 ans, qui est un cycle petit dans la vie de l'humanité, comment Israël est né, est devenu, s'est développé, alors qu'il y a 80 ans, on aurait dit à un juif de Pologne qui aurait un jour une armée juive, il aurait rigolé. Et donc je pense que c'est à cela qu'il faut penser aussi quand on pense aux difficultés d'Aliyah, ça aide. Alors, voilà. Merci pour cette note optimiste. Chaim Rosenfeld, vous l'avez dit, il a choisi les 5 meilleurs intervenants sur la place, les meilleurs journalistes. Ils ont parlé tous du même sujet, mais ils ont dit exactement tous autre chose. Donc c'est la grande qualité des journalistes. Tout à l'heure, Cathy Bissrohr avait l'air, je sais pas, tu avais l'air ému de ce qu'a dit Stéphane. Quelque chose t'a interpellé? Non, juste un... Après, on va laisser la place au public parce que l'intérêt de ces soirées, c'est aussi l'interaction et vous allez pouvoir poser des questions aux journalistes. Juste un complément et une correction, puis juste encore un autre petit sujet, juste sur l'historique superbe que tu as donné. Un complément, c'est que, et à mon avis une correction. Au niveau du complément, ce qui est intéressant de voir, vous entendez là? Ce qui est intéressant, je dis que je vais faire un complément et une correction selon ce que je pense. D'abord, au niveau du complément, si on voit l'historique, en fait, depuis la deuxième destruction, disons, du second temps, il y a eu une présence d'abord constante, certes minime, mais constante de juifs, et il y a eu également, en Israël, en Eretz Israël, oui, et surtout ce qui est très intéressant, et ça les nouvelles recherches le montrent, on ne savait pas toujours, c'est qu'il y a eu une alia constante. Et c'est pas vrai de dire que l'alia, en fin de compte, elle commence avec le Rabbi Yosef Karo, de Shulchan Arour, l'histoire de Tzfat, etc. Déjà au 10e, 11e siècle, etc., Rambam, et tout ça, et Maïmonide, etc. C'était individuel. C'était pas c'était pas toujours individuel. C'est vrai qu'il y avait aussi un côté individuel, mais il y avait un courant constant, c'était pas un homme qui venait par siècle. Si on voit, on n'a qu'à se promener dans les tombes en Haute-Galilée, le nombre de sages qui sont venus constamment. C'était juste de rajouter, de dire que l'attirance pour Eretz Israël du Xe siècle, c'était pas du tout de détresse, c'était une attirance, quelque chose qui peut être même inexplicable. Et l'attirance aujourd'hui du juif de France qui veut, il y a des gens qui veulent venir en Eretz Israël. Moi je me rappelle quand j'avais 20 ans, j'avais aucune raison pourquoi tout d'un coup je suis venue. Alors je voulais venir, je crois que c'est exactement la même chose si on réfléchit, c'est l'âme juive qui... On peut parler d'idéal. Oui, je ne sais même pas si c'est idéal, c'est au-dessus d'idéal, c'est à mon avis quelque chose de très profond à l'intérieur de l'âme juive.
de cette volonté d'être en Eretz Israël. C'est pour ça que je parle du Xe siècle, du XIe siècle, et jusqu'à aujourd'hui, à mon avis, c'est la même ligne. Maintenant, une petite correction, Stéphane, si tu me permets. Ce que tu as dit, c'est ce qui est écrit dans les livres d'histoire du ministère de l'Éducation israélien. Mais il y a déjà 2-3 ans, certainement tu as bien étudié toi-même ou avec tes enfants, mais il y a déjà 2-3 ans, il y a des recherches qui ont été faites et maintenant il y a des corrections, je crois que c'est très important de le dire, que l'histoire de l'Alia des Juifs d'Afrique du Nord. Okay, d'abord, les Juifs d'Afrique du Nord ont commencé à venir avant même les Juifs d'Europe, au début du 19e siècle, et ce n'étaient pas des Alias indépendantes, c'était des groupes, et d'ailleurs Tel Aviv n'a pas été créé par des gens de la seconde Alia, il a été créé par des Juifs marocains complètement. Ça, c'était pas ça le sujet. Mais ce que tu as dit que les bons allaient en Europe... C'était un peu vite. Et les trucs, non. C'était bien déjà. Non. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ce que tu as dit, c'est pas toi qui l'as dit, c'est David Ben-Gurion qui l'a dit, c'est Golda Meir, et c'est il n'y a pas longtemps, tous les historiens qui l'ont dit. Or, on a prouvé jusqu'à présent que vous aviez non seulement dans le domaine des grands rabbinim, des sommités qui sont venus en Israël, on ne peut pas dire qu'ils étaient rien, mais surtout, on a vu dans des familles, des frères et des sœurs, une partie sont venus ici en Israël et les autres parties sont allées au Canada, c'est donc une même famille, des mêmes personnes. Et ici, c'est vrai qu'ils ont moins bien réussi que les autres, et ça nous amène directement à notre sujet, qui a eu un problème d'intégration, justement, de cette alia des Juifs du Maroc, qui est à mon avis quelque chose qui doit interpeller absolument. Bon, c'est fini l'histoire, mais voilà. C'est pas qu'ils ont moins réussi. Les premiers ont moins réussi, mais leurs enfants se sont complètement intégrés et ont très bien réussi. Parce que c'est vraiment important que tu parles de ça. D'abord, tu as raison, je ne veux pas caricaturer, hein, c'était pour donner des grandes lignes. Maintenant, c'est vrai que on peut quand même constater qu'il y a vraiment un choc en fait entre les Ashkénazim donc les Ashkénazes et les Séfarades, dû au fait qu'en fait les Ashkénazes qui montaient en Israël en général faisaient partie de l'élite. Parce que soit c'était des gens qui avaient de l'argent, qui venaient monter des usines, comme tous les Allemands étant de Haïfa, soit c'était des survivants, par exemple, des persécutions, qui par nature sont des gens exceptionnels. Pour survivre à la Shoah ou même aux persécutions qu'il y a eu avant, que ce soit en Pologne ou en Russie, il fallait être quelque part un être exceptionnel. Et ils ont été confrontés à des gens qui étaient quand même beaucoup moins éduqués, parce que aussi le monde arabe était moins éduqué que l'Europe à cette époque-là, et qui effectivement venaient quand même parce qu'ils n'avaient pas tellement d'autres perspectives. Donc il y avait quand même un choc entre deux populations, ce qui expliquait. Il y a eu des discriminations, il y a eu peut-être un déficit de politique pour intégrer les séparades, mais il y avait quand même deux mondes complètement différents. Ce qu'on appelle la sélection. Les parents ont fait partie de la rallière clandestine. Ils ont été utilisés par le Mossad. Je m'excuse, monsieur, il y a eu la sélection au Maroc. Et le roi Hassan II a dit ou vous prenez tous, ou vous prenez personne. Il y a un hôpital qui s'appelle Berchid, à 35 km de Casablanca. Quand la Alia ne voulait pas prendre quelqu'un, elle les jetait là-bas, dans cet hôpital psychiatrique, et ils n'étaient pas malades. Et on allait là-bas tous les 15 jours pour les aider, monsieur. Excusez-moi, il y a eu la sélection, et c'est tout. Et si le grand rabbin Hazan s'est occupé d'éducation dans les prisons, c'est qu'à Casablanca, il s'est occupé d'éducation, et il a vu ce que des excellents élèves qui étaient à Casablanca, quand ils sont montés en Israël, sont rentrés dans les prisons. Je m'excuse de vous couper comme ça, mais s'il vous plaît, la sélection, on sait que ça existait. Je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est vrai que c'est un sujet en soi. Je termine juste là-dessus pour dire, par rapport à ce que dit Lali, c'est que la grande différence avec ce que tu disais, Cathy, c'est que les gens qui venaient en Israël avant le grand retour du XXe siècle, c'est un peu ce que tu disais, Lali, c'était des élus quelque part. Ou comme toi, tu disais, moi j'ai senti un appel à venir en Israël. Quelque part, tu as été, entre guillemets, je mets d'énormes guillemets, mais choisi, tu as été parmi d'autres, parmi un peuple énorme. Toi, tu as ressenti ce besoin, mais ta sœur ou ton voisin ou ton copain de classe ne l'a pas ressenti. Et c'est la grande différence avec ce qui se passe maintenant. C'est que les vagues de Russes, ou de Marocains, excusez-moi, ou de Polonais, ils ont dû monter ensemble sans qu'il y ait eu un appel individuel particulièrement. C'est très bien qu'il y a des Russes qui sont ici parce que, bon, voilà, c'était comme ça. Ils se sentaient vaguement juifs, c'était une opportunité qu'on leur a proposée. Mais il n'y avait pas cet appel. Ça change tout quelque part au niveau de l'intégration. Très bien. On parle beaucoup d'intégration, donc de Clita, et nous avons la chance d'avoir ce soir Ariel Picard, je ne le vois pas. Ariel, viens, s'il te plaît. Qui est quand même le coordinateur du Misrad Clita, et c'est un poste important et tout nouveau cette année. Et il va nous dire quelques mots sur l'intégration, puisque tout le monde en parle. Alors, Bien, j'avoue que quand, à la suite d'une invitation pour une autre conférence que je devrais donner peut-être à la suite de l'invitation des responsables de la loge Gamzon du Mnébrid pour une conférence que je devrais donner
vers la fin juin, les responsables de la loge m'ont proposé de venir assister dans le public à cette conférence de journalistes. J'avoue que j'appréhendais un petit peu, connaissant les brillants journalistes qui ont été invités et avoir lu de temps en temps un peu leurs critiques. Je pensais que les interventions de ces journalistes seraient beaucoup plus acerbes contre l'Actita, et puis j'avoue avoir été très agréablement surpris. On n'est qu'au début du débat. Mais, c'est parce que tu étais là, on savait. Vous ne saviez pas. Peut-être toi. Ils t'ont vu. Donc, j'avoue avoir été, et que chacun a pu présenter à sa manière son commentaire, plus particulièrement l'histoire telle qu'elle a été présentée par Stéphane Amar, qui est absolument passionnante, la façon de voir les choses. J'étais effectivement pas tout à fait d'accord avec sa remarque à propos des Juifs marocains. Je pense que c'est faux. Je crois qu'il y a... J'aime pas non plus ce mot que dans le public on a utilisé le mot sélection, parce que il y a quelques jours du Yom HaShoah, c'est quelque chose qui me dérange un petit peu, mais je crois que... on va pas revenir à cela. En deux mots, parce que c'est pas le sujet de la c'est pas moi qui vais intervenir ce soir. Il a été dit très justement par Stéphane Amar, et je crois que par Michael aussi, la particularité de cette aliyah française, et c'est quelque chose de tout à fait nouveau, et c'est pour ça qu'il y a quelques difficultés au sein du gouvernement et au sein des instances gouvernementales où j'ai eu la chance d'assister à des réunions au plus haut niveau, même au niveau des ministres et premiers ministres. On a des difficultés à capter cette aliyah, parce que c'est la première fois qu'on a une aliyah, pas encore de masse, parce qu'on ne peut pas dire que 7000, comme tu as très bien dit, 7000 ou 10 000, c'est pas encore le million des juifs russes, mais c'est quand même important, d'un pays occidental, un pays ouvert, un pays où surtout le gouvernement n'est absolument pas antisémite, absolument pas anti-juif, je dirais même actuellement peut-être même philosémite, quand on entend les propos d'Emmanuel Valls et même du président. Donc je pense que il y a un problème, parce que l'État d'Israël n'a jamais été confronté à cela. C'est-à-dire, d'un côté, une aliyah de masse, d'un côté, une aliyah de gens qui ont fait un choix volontaire. C'est un choix volontaire. Ils ont choisi de faire leur aliyah. Alors, comment définir ces olim? Comment percevoir leur niveau socio-économique? C'est difficile, parce que est-ce que cette aliyah de Juifs de France est une aliyah de gens avec des moyens? Parce que d'un côté on entend que des milliers de maisons sont achetées dans les quartiers nord de Jérusalem, de Tel Aviv, qui sont, contrairement à Paris, les quartiers les plus riches. À Herzliya, à Ra'anana, il y a des investissements énormes, à Jérusalem aussi. Et d'un côté on parle d'une aliyah avec des Juifs français qui ont des difficultés. Donc c'est très difficile de cibler cette aliyah. C'est pour cela qu'actuellement, je peux vous annoncer, ça a été dit dans la presse, il y a un plan qui a été adopté par le gouvernement. On a eu une malchance. C'est qu'à les attentats terribles du mois de janvier sont tombés en pleine période électorale, en période où le gouvernement est un gouvernement de transition. Et donc, même s'il y a eu des décisions qui ont été prises par le gouvernement il y a exactement 2 mois, d'allouer, comme l'a très bien dit Michael, des sommes assez conséquentes pour l'aliyah française, on a beaucoup de difficultés actuellement à réaliser ces décisions, à transmettre ces budgets, parce que, vu qu'il n'y a pas vraiment de décision, les ministres ne peuvent pas vraiment travailler, les directeurs généraux des ministères ne sont pas totalement libres à cause de cette période incertaine. Donc on a difficulté sur le terrain à voir les résultats de ces décisions. Mais je vous l'assure, j'espère que d'ici 2 semaines, 3 semaines, nous aurons un nouveau gouvernement, nous aurons un nouveau ministre, parce que là je parle au nom du ministère de la LIA et de l'intégration. On a des informations, les dernières Non, les dernières informations, non, même si j'en avais, je ne les dévoilerai pas. On est entre nous, ça ne sortira pas de je pense que dès le ministre sera nommé, dès que un nouveau directeur général sera nommé, je pense que très rapidement, on verra sur le terrain des résultats, des décisions, des aides conséquentes
qui seront données pour l'intégration. Et là, Mickaël a aussi dit quelque chose de très très juste, je suis tout à fait d'accord avec lui. Cette aide doit se... Il n'y en a que pour Mickaël. Hein, non, pas que. Mickaël a dit, je crois que Mickaël a dit que ça doit se faire au niveau local, c'est vrai, parce que, à cause de cette différence qu'il y a entre... Et je terminerai par là. L'Alliée française, comme je l'ai dit, est très hétérogène. Elle n'est pas homogène comme on peut le croire. Il y a des gens de tous les milieux sociaux, de tous les milieux, de milieux religieux différents. Et c'est une allia éparpillée en différents endroits géographiques. Et le juif français de Jérusalem ne ressemble pas au juif français qui arrive à Tel Aviv. Et c'est donc effectivement au niveau local que devront se prendre des décisions pour faciliter, et nous veillerons au sein du ministère de l'Intégration de faire passer un maximum de budget au niveau des municipalités et au niveau des villes afin de faciliter cette alia. Et je terminerai sur ce que on a parlé de la présence politique des Français. Et là, je ne suis pas tout à fait, là par contre, je ne suis pas d'accord avec Mickaël. Il est évident, et là je félicite l'initiative qu'avait pris Avraham Azoulay, je pense le parti qu'il a choisi, c'est sa décision personnelle, mais il est évident que si on veut réellement interférer sur le plan politique et sur le plan, je dirais, social dans la politique, dans la société israélienne, il faut, oui, une représentation politique, et c'est ce qu'ont fait les Russes, qu'ont très bien compris les Russes, les Éthiopiens aussi d'une certaine manière, et tant qu'il n'y aura pas réellement une représentation, si on veut vraiment penser, si on pense qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience dans la société israélienne de l'allia française, il faut, oui, qu'il y ait une représentation politique, pas uniquement par un Français, mais qu'il faut qu'il y ait une présence politique de représentants de l'allia française. Pour l'instant, la dernière Knesset vient d'être élue, il n'y en a pas, malheureusement. Peut-être que la prochaine, dans 4 ans, il y en aura. Merci beaucoup. Quelqu'un voulait poser peut-être une question à Ariel? Non. Non. Bon, maintenant... Alors, on va donner la parole au public. Si vous avez des questions par rapport à l'ALIA ou par rapport à d'autres sujets, profitez-en. Je voudrais dire simplement que c'est les questions qu'on demande, pas une prise de position, c'est pas une jeu politique ici. Nous avons, vous pouvez poser des questions, les journalistes vous répondent en fonction de leur sensibilité, et donc, mais ne parlez pas, votre question ne doit pas être un nouveau dialogue ou une nouvelle conférence. Merci beaucoup, et on a un micro-baladeur, donc si vous voulez bien lever les doigts pour ceux qui veulent intervenir. Merci. Là. Alors, vous vous présentez d'abord. Bonjour, je m'appelle Nathalie Dian. Je m'occupe de l'accompagnement pour tout ce qui est professionnel des alumnes de France. Donc, je suis chargée de faire le bilan de compétences avant l'ALIA. Et j'ai vécu, quand j'étais jeune, entre 15 et 18 ans. Je suis repartie à Paris. Je suis venue souvent toutes ces années et je suis revenue il y a 2 ans. 2 ans et demi maintenant. Et dans cette période en France, je m'occupais de l'accompagnement également en tant que coach professionnel. Et j'ai créé donc le bilan de compétences pour l'ALIA, qui est un facilitateur, un accompagnement pour les élèves de France. Alors, j'ai entendu le mot qui est très juste par Cathy, qui est de l'identité. Moi, j'ai remarqué une chose, c'est qu'il y a un gros problème au niveau de l'identité professionnelle. C'est que les élèves de France n'arrivent pas à recréer une réelle identité. Et c'est toute la difficulté. Donc, c'est vrai que on critique les call centers. Moi, j'ai remarqué certaines choses. J'ai remarqué qu'il n'y avait pas que des call centers, il y avait de l'externalisation de services, où les gens pouvaient travailler et rester aussi en Israël, donc chose quand même très, très importante pour pouvoir vivre à la maison. Et maintenant, ce que j'ai remarqué le plus souvent, c'est cette difficulté après l'ULPAN de trouver un travail, puisque c'est mon domaine.
Et je l'ai vécu moi-même en tant que responsable de ressources humaines. J'ai eu beaucoup de difficultés à contacter les entreprises, aller sur des sites et rechercher du travail. Donc j'ai beaucoup réfléchi à cette question et je me suis dit que ce serait peut-être intéressant d'envisager un autre système, comme on a l'habitude en France, qui est le système de l'alternance, qui serait peut-être d'envisager l'ULPAN un peu différemment. C'est vrai que nous ne sommes pas très assidus à l'école. Pour des raisons aussi toujours professionnelles, puisqu'il faut quand même une rentabilité, une situation économique qui tienne la route et qui permette à l'OLE de ne pas retourner en France. Donc ça veut dire qu'il doit partager son temps entre le travail et l'apprentissage. Et je me suis dit que ce serait intéressant de réfléchir peut-être à envisager l'OPAN un peu différemment, peut-être sur une année, d'une manière alternée entre la formation et les entreprises. C'est la question alors ? Non, c'est un témoignage, c'est plus. C'est une question que je pose. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que la réflexion est très intéressante. On vous a laissé parler parce que je l'ai c'est très parlé. intéressant. Oui. Il y a cette chose-là dont j'ai remarqué. J'ai remarqué moi-même, j'ai eu des soucis. J'habite à Ramallah, je n'ai pas investi dans une belle villa, mais j'habite à Ramallah et j'adore cette ville. Et j'ai questionné la municipalité pour avoir des listes d'entreprises qui étaient déjà la première chose dont j'avais besoin pour aider les olives. Mais je n'ai pas eu accès à ces listes. Et en fait, dans les municipalités, dans toutes les villes, on ne peut pas, c'est compliqué, déjà aussi pour un OLE. Et j'ai remarqué une autre chose qui marche très très fort, c'est évidemment le networking. Alors ici, il y a des gens de toutes catégories socio-professionnelles, de tâches différentes, et je voudrais vous dire, c'est plutôt un message, que toute votre expérience ici peut servir à un OLE, que vous soyez là récemment, depuis peu ou bien depuis plus longtemps, parce que vous avez fait des connaissances avec des gens, parce que ces gens travaillent déjà dans des entreprises, et que ça peut aider considérablement des olimes à trouver du travail. Donc voilà, c'était le message que je voulais faire passer. Merci beaucoup. Je voudrais juste dire quelque chose à la suite de l'intervention de Nathalie, parce que je ne suis pas censée donner une réponse par rapport aux journalistes, mais je trouve que ce que tu as dit est très très intéressant. Et moi, en tant que responsable de la commission Alia de la loge Robert Gamezon de Jérusalem, on veut, nous, justement, aller dans ce sens de créer des liens, des contacts, que les gens qui sont spécialisés chacun dans leur domaine et qui se retrouvent confrontés à des non-réponses, par exemple, on puisse nous servir de relais. Donc, juste une réponse sur l'ULPAN. En fait, Ariel aurait pu répondre, mais comme Ariel me l'a dit, alors je fais ton porte-parole, Ariel. En fait, c'est vrai que jusqu'à présent, l'ULPAN était organisé, comme vous l'avez dit, vous arrivez en Israël, vous aviez droit à un certain nombre d'heures, je crois que c'est 500 heures, enfin quelques mois d'ULPAN, et ensuite vous sortiez, vous aviez un problème au niveau de l'intégration professionnelle et autres. Mais au ministère de l'Intégration, ils ont justement fait une analyse identique à l'analyse que vous avez faite. Ils sont aperçus qu'il y avait véritablement un problème qui ne correspondait pas à l'identité sociologique et professionnelle des Juifs français. Et ce qu'ils ont fait maintenant, c'est qu'ils ont fait un petit peu une sorte, si je résume rapidement, l'ULPAN l'ULPAN adapté, voilà, l'ULPAN adapté. D'un côté, une possibilité de dispatcher les heures, non pas au début, mais sur un certain nombre de temps. Je n'ai pas les détails, mais ça vous intéresse pour évidemment directement les avoir. Et surtout également, ce qui me semble à mon avis passionnant, c'est l'histoire des ULPAN professionnels. Parce que c'est sûr, quand on est médecin, quand on est avocat, etc., on a besoin d'autre chose et on s'en aperçoit pas quand on arrive en Israël, mais quelques temps. Donc, sur votre réflexion spécifique, il y a apparemment déjà une réponse des autorités. Il manque les formations professionnelles en entreprise, non? Ici en Israël. Il y a également des formations à Ariel pour répondre. Il y a des formations, bien sûr. Je crois que c'est Ariel. Je voulais titiller un peu Ariel. Question. Madame là-bas. Madame? Autre question? Vous parlez politique, hein? Il veut pas. Ah, on peut parler politique? Oui, c'est la limité là. Parce que quand tu as dit on ne peut pas parler politique, personne n'a posé de question. Alors le gouvernement est en train de se former et voilà. Monsieur, avec qui tu as composé Première remarque, je regrette que Mme Deray n'ait pas utilisé la métaphore du canari à la suite de la métaphore de... Et deuxièmement,
Je sais qu'il existe encore une fracture importante parmi les Israéliens de souche, entre guillemets, entre les Ashkénazes et les Séfarades. Et je crois qu'un des bienfaits de l'Aliyah française, c'est de montrer aux Israéliens de souche que cette fracture Ashkénaze-Séfarade n'existe absolument pas dans la communauté juive de France. J'aime bien les métaphores avec les animaux. Donc j'en avais eu d'autres. J'en avais eu d'autres plus réussies. C'est sur le poisson, justement. Il y a le poisson dans l'aquarium et il y a le poisson dans l'océan. Et que un juif qui habite en Israël, c'est un peu comme un poisson dans l'océan. Alors le poisson dans l'aquarium, il est bien, il a la température, la super température tout le temps, et on lui donne à manger tout le temps, etc. Dans l'océan, il y a des requins, palestiniens, égyptiens, syriens, toutes sortes de requins. Mais c'est l'océan. Et on y vit beaucoup plus libre. Donc oui, voilà. Alors donc voilà, le canari c'est bien, le homard c'est moins bien, le poisson c'est aussi pas mal. Concernant ce que vous dites, c'est pas seulement la fracture séfarade-ashkénaze que les juifs de France sont la preuve vivante que c'est quelque chose de complètement, qu'elle n'existe pas, que c'est une vue de l'esprit, c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment. C'est aussi la fracture entre les religieux et les non-religieux, les traditionnalistes. Ça n'existe pas chez nous. Chez nous, n'importe qui, on ne regarde pas la couleur de la kippa. Moi, je me rappelle que quand je suis venue en Israël, je suis venue toute seule en Israël à 15 ans. Mes parents sont restés à Paris. Et donc, à cette époque-là, il n'y avait pas de mail, il y avait des lettres. On s'écrivait des lettres. Et j'ai écrit une lettre à mon père où je lui ai dit, bon alors voilà, en Israël, papa, je t'explique, il y a les kippotes crochetées, il y a les kippotes noires, il y a ceux qui n'ont pas de kippa. Je lui ai fait toute une catégorisation de catalogue de tous les juifs d'Israël selon la forme de leur kippa ou l'absence de kippa. Il m'a écrit une lettre incendiaire. Il m'a déchiré. Il m'a dit, je t'interdis de rentrer des gens dans des boîtes. Tu ne mets pas des gens dans des boîtes, tu ne dis pas que telle ou telle personne appartient à tel et tel courant, tu ne regardes pas la personne selon son extériorité. Et ça, c'est très français, comme manière de réfléchir et comme manière de voir les choses. Et ça, vraiment, s'il y a quelque chose que le peuple public, les Olim de France peuvent apporter, c'est exactement ça. Cette capacité à ne pas regarder les personnes en fonction de leur apparence, et en fonction de ce qu'ils sont censés, de la société à laquelle ils sont censés appartenir de par leur apparence extérieure ou de par leur choix de vie. Voilà, par exemple, moi j'habite dans une implantation. D'accord ? Donc on pourrait croire que j'ai donc telle et telle, donc j'ai déjà des idées bien précises sur pas mal de choses dans la vie. Or, pas du tout. Très souvent, j'arrive à surprendre beaucoup de gens qui se disent « Mais quoi ? Mais t'habites dans une implantation, comment tu parles comme ça ?» Et oui, c'est très français. Cette capacité de voir les choses, Jean-Jacques Goldman, il appelait ça entre gris clair et gris foncé. C'est exactement ça. Il n'y a pas de noir et de blanc, il y a tout un éventail de couleurs, et ça oui, en effet. Je suis tout à fait d'accord avec vous. L'Aliyah de France peut apporter ça à la société israélienne. Une petite question aux journalistes internationaux qui sont dans des médias non juifs. Comment on parle de l'Aliyah dans les médias non juifs ? Au niveau de la direction, est-ce qu'on vous demande de parler de l'Aliyah? Est-ce que ça affole la direction? Est-ce qu'on a envie d'en parler moins bien que nous qui en parlons avec plus de douceur et d'affection? Qu'est-ce que Michael de l'AFP? Je crois que, pour nous, ceux qui travaillent ici aussi avec des médias français, on est correspondants ici, donc on analyse surtout ce qu'on nous a demandé de faire. En tout cas, moi, j'ai écrit beaucoup sur l'Aliyah d'un point de vue de ceux qui sont déjà arrivés. C'est un sujet qui passionne aujourd'hui les médias français. Parce que, et ça a été dit plusieurs fois ce soir, malgré les attentats, malgré le climat antisémite, malgré Dieudonné et Marine Le Pen, les Juifs en France, dans leur grande majorité, vivent très bien. Et donc, quand ils arrivent ici, en France, les médias ne comprennent pas. Et je ne veux pas faire l'antisémite de base, mais comme vous le savez tous, en France, il y a beaucoup de Juifs dans les médias en France. Et donc souvent, il y a un questionnement, je crois que tu seras d'accord avec moi là-dessus, Stéphane, il y a un questionnement du journaliste qui dirige tel ou tel média en France, qui est lui-même juif, mais totalement assimilé, totalement français, qui se dit, mais mince, mon cousin est parti, lui aussi, pourquoi il parle? Il veut comprendre.
Donc oui, il y a une demande d'explication. Il y a eu des dizaines et des dizaines de reportages télé, des articles qui ont été écrits sur ce phénomène. On a revu d'ailleurs, je pensais aux élections aussi en Israël, où les médias se sont penchés sur le fait que les partis politiques aient courtisé l'électorat français. Et soudain, on veut comprendre qui sont ces juifs de France, ces juifs français, et souvent très français, qui décident de faire leur alia, de tout quitter pour un pays où ils ne parlent pas la langue et ils ne connaissent pas la culture. Donc oui, j'ai eu beaucoup de demandes, mais on n'a pas dit il faut écrire comme ci ou comme ça. La question c'est pourquoi. Et ça intrigue, ça énerve, ça fait quoi? Moi, je trouve qu'en général, il y a plutôt de la bienveillance par rapport à ce phénomène. Tout ce que j'ai pu voir sur l'ALIA ces derniers temps, je trouve que c'est un reportage assez juste, assez équilibré. J'ai une consoeur là, de France 2 qui est venue au mois de septembre, qui a fait un truc très sérieux sur l'ALIA pour un magazine qui s'appelle Complément d'enquête, où elle a montré à la fois des gens qui venaient, pourquoi ils venaient, mais aussi quelles étaient les difficultés que les gens rencontraient à Natania, etc. L'ALIA Boeing, les pères qui sont pas là, les femmes qui se retrouvent tout seuls. Enfin, c'était très bien fait. Il y a une fille aussi de BFM qui devait faire quelque chose, où elle a montré les gens qui quittaient, leur banlieue parisienne pour venir à Ashdod sous les roquettes, et qui tenaient. Et donc j'ai fait moi aussi un sujet en janvier, donc après les attentats là, de janvier, pour la télévision suisse. Alors les Suisses, eux, ils n'ont pas de diplomatie, donc ils sont quand même plus objectifs en général que les Français sur la question israélienne, ils ont moins de parti pris. Et alors, ce qui l'avait frappé, ça l'avait vachement intéressé le sujet, mais ce qui l'avait frappé le type en Suisse, c'est pourquoi les gens quittent un pays où il y a des attentats pour aller dans un pays encore plus dangereux. Parce que pour eux, Israël, c'est un pays plus dangereux que la France. Et il m'a dit, mais je comprends pas. Donc moi, j'avais montré quand on avait tourné à Roma. D'abord, on avait tourné donc en banlieue parisienne, à Montrouge, à l'école de Joël Mergui, qui avait failli être visée par Koulibaly. Et en fait, donc j'avais filmé une mère là-bas qui allait chercher ses gosses. Comme tu disais, c'était un camp retranché. Et ici, j'avais filmé une famille qui venait s'installer à Roma, donc une implantation aussi à l'est de Jérusalem. Et le type, il y avait personne. Un petit quartier tranquille de 25 000 habitants, quand même, une implantation. En tout cas, il n'y avait pas de garde devant l'école. L'école n'était pas gardée. Il disait, voyez, regardez, l'école, elle n'est pas gardée. Nous, on sentait bien qu'il n'y avait aucune tension quasiment. Mais il y a quand même cette image, et bon, parfois un peu justifiée quand même, quoi, hein, que c'est un pays sans cesse sous tension, qui connaît des guerres, qui connaît des attentats. On avait encore cette semaine, malheureusement, un attentat à Jérusalem. Donc c'est plus ça leur interrogation, c'est pourquoi vous quittez un pays en paix pour aller dans un pays en guerre finalement. Mais il y a effectivement beaucoup de curiosité, mais c'est un phénomène qui interroge pas seulement les juifs en fait, ça interroge au plus profond finalement l'identité humaine. C'est qu'est-ce qui va pousser quelqu'un à tout quitter pour quelque chose qui dépasse les intérêts matériels, sociaux, etc. Il y a quelque chose dans l'immigration en fait, des juifs en Israël, on le sent bien, ce que je disais tout à l'heure, de foncièrement spirituel et presque, j'allais dire, surnaturel. C'est-à-dire de dépasser toutes les contingences matérielles et humaines pour aller vers un idéal qui se trouve vraiment au-dessus de ça. Et Cathy, dans Arte, comment il le ressent? Est-ce qu'on peut parler d'un sentiment de jalousie de la part des non-juifs qui se disent finalement les juifs ont où aller au cas où? Je ne vais pas répondre à ta question parce que... Alors à quoi je sais? Je réponds, mais ta question m'a donné l'idée d'un sujet qu'on n'a pas soulevé ici, mais je fais le lien sur le rapport entre l'establishment juif français, belge, la communauté, disons, les institutions. Et nous, à Radio J, on avait essayé il y a 3 ans, donc il y a 3 ans, on ne parlait pas vraiment d'Alia comme aujourd'hui, de faire une émission sur l'Alia. Parce que Radio J, il y a plusieurs Radio J, comme vous savez en France, et Radio J, ils ont une orientation évolutionniste que les autres, ils voulaient faire donc une émission sur l'Alia, on avait trouvé un budget, etc. On avait commencé à faire. Et donc, quand on fait une émission, il faut la dispatcher sur l'ensemble des radios juives de France. Il y a 13 radios. Eh bien, la moitié, plus que la moitié, avait refusé catégoriquement de diffuser une émission sur l'Alia, y compris, sans la nommer, une des radios qui appartient directement au Fonds social, etc. Catégoriquement, pas question de diffuser une émission sur l'ALIA. Et récemment, en collaboration d'ailleurs avec le ministère de l'Intégration, le directeur de Radio J a eu l'idée de créer de nouveau, il y a quelques mois, une émission, de proposer une émission sur l'ALIA.
Et on s'est dit, bon, cette fois-ci, tout le monde va accepter. Eh bien, une grande partie, beaucoup plus qu'il y a 3 ans, a accepté, mais certaines, encore aujourd'hui, n'ont pas accepté. Donc, alors l'Alia fait peur plus aux Juifs qu'aux non-Juifs. Justement, ça soulève un sujet. Tu as parlé du rapport des médias par rapport, il faut savoir que toute l'histoire de l'Alia n'est pas quelque chose qui est facile pour l'institutionnel juif français. On le sait très bien. Lorsque Netanyahou a été en France et a appelé les Juifs de France à venir, il a été pris, ça a été publié dans tous les journaux, il a été pris à partie discrètement, poliment, par le président du CRIF qui lui a dit tout doucement, etc. Et donc, je crois qu'il y a là un sujet intéressant. C'est pas, je soulève le sujet. Je voudrais juste ajouter une phrase à ce qu'a dit Stéphane, au sujet de l'intérêt, et Michael aussi, au sujet de l'intérêt des médias français pour l'Alia. Je crois que cet intérêt, il est aussi ressenti au plus haut niveau de l'État. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de déclarations ces derniers mois, dernières années, que sans les Juifs, la France n'est plus la France. Donc il y a aussi une conscience politique. Et je ne crois pas que ce sont des slogans électoraux, ou caressés dans le sens du poil. C'est que je crois qu'il y a une conscience qui est prise que quand les Juifs partent d'un pays, alors évidemment, ce n'est pas une alia de masse, comme tu l'as dit, Michael, mais on sent quand même un mouvement. Il y a des cadres communautaires qui partent, il y a des hommes d'affaires qui partent, il y a des professions libérales qui partent. Les capitaux qui partent. Non, mais c'est vrai, ça veut dire qu'il y a une impression comme ça au niveau politique, où on se dit, si les Juifs partent, et ça rejoint la métaphore du canari dont vous parliez tout à l'heure, c'est que quand les Juifs partent, c'est jamais bon signe pour le pays d'où ils viennent. L'Allemagne et le Japon sont passés les Il y a une question ici. Ah, une question. Bonsoir, c'est pas vraiment une question. Je voulais revenir votre prénom, votre nom, où vous habitez. Je suis Ayala Blum et je viens d'une implantation qui est devenue une ville qui s'appelle Efrat dans le Gush Etzion. On appelle ça Yishuv quand même. Parce qu'on a utilisé le nom implantation tout à l'heure. Je viens du Yishuv qui est devenu une très belle ville, Efrat dans le Gush Etzion, près de Bethléem. Je voulais revenir sur ce que Nathalie Dian a dit. Je suis ravie de vous entendre, Nathalie Dian, je ne vous ai pas vu, de Ra'anana, concernant l'ALIA et l'emploi. Je suis venue ce soir donc vous écouter et aussi, pas officiellement, représenter la mairie de Jérusalem. Je travaille pour la mairie de Jérusalem. Je suis conseillère de l'emploi dans quelques quartiers de Jérusalem, et particulièrement, depuis après Pessah, je suis la responsable de l'emploi concernant les francophones. En tout cas, les francophones qui ne se débrouillent pas assez en hébreu pour s'adresser aux conseillers ou conseillères emploi de leur quartier, puisque la mairie de Jérusalem met dans tous les dispositions, dans tous les quartiers, un rakas ta'asuka, un conseiller ou une conseillère emploi. Ce que je voulais dire, c'est que je suis aussi, à part ça, je suis aussi prof d'hébreu dans un ulpan. Et si l'ALIA, votre ALIA, ceux qui comptent faire l'ALIA, ceux qui sont en train de faire l'ALIA, votre ALIA sera réussi grâce à vous. Ne comptez pas sur qui que ce soit. Enfin, on peut toujours prier que ce soit encore plus réussi, mais comptez sur vous-même. La première chose à faire lorsqu'on fait l'ALIA, c'est de vouloir réussir, de vouloir s'intégrer tout en gardant son identité. Moi, je maintiens la langue française, je tiens à ce que mes enfants parlent parfaitement le français, et ils parlent parfaitement le français, mes petits-enfants aussi. Mais on garde sa culture, on garde la langue, mais on s'intègre par soi-même, on ne compte que sur soi-même. La première chose à faire, c'est l'ulpan, ou faire un meilleur ulpan, comme vous le proposiez Nathalie Dian, ou comme on le propose ici à la ministère de l'Intégration. Après le premier ulpan, il y a un deuxième ulpan qui s'appelle l'ulpan ta'asukati, qui est un ulpan professionnel, comme par exemple pour les médecins, pour toutes les professions, parce que si on est ébéniste, on a besoin d'un certain vocabulaire, si on est médecin, on a besoin d'un autre vocabulaire. Faire cet ulpan, profiter de l'ulpan, et ensuite savoir que dans chaque ville, en tout cas dans la ville de Jérusalem, tous les résidents de la ville de Jérusalem ont des droits. D'ailleurs, je suis venue distribuer ce soir des petits fascicules pour vous parler de vos droits. Et puis, le premier droit à la réussite de l'ALIA, c'est l'étude. Vous avez droit, par exemple, de faire des formations professionnelles qui sont assez prises en charge par le pays d'Israël.
Et puis, sachez juste que dans chaque quartier, vous avez un conseiller pour l'emploi, pour les études, soit parlant hébreu, et si vous ne parlez pas assez l'hébreu, il y a quelqu'un qui vous reçoit, et de plus en plus de francophones qui sont là à votre disposition. Ce n'est pas vraiment une question, je m'en excuse, mais je voulais quand même profiter de l'Assemblée. Alors, levez-vous comme ça. Alors. Je vais Claude. Ah, comme là, tout le monde a des questions. Alors, on va poser cette fois-ci des questions, s'il vous plaît, très courtes, et vous aurez des réponses. Alors, allez. Oui, bonsoir et merci à nos amis journalistes. Je suis Claude David Frankfurter. Je vis à Jérusalem depuis 3000 ans. Je veux dire par là que malgré ma barbe blanche, c'est pas très crédible, mais en fait, je m'exprime de cette façon pour dire et témoigner que je sens que j'ai totalement mes racines en Israël et en particulier à Jérusalem. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec certaines affirmations de nos amis journalistes en disant que les Juifs de France vivent bien, parce que pour moi, c'est pas suffisant de voir François Hollande pleurnicher à la télé en disant je condamne fermement l'attentat de Toulouse, l'attentat de Vincennes, l'attentat de ci, l'attentat de ça, ni devant le Premier ministre dire sans les Juifs, la France n'est plus la France. Les gens qui ont été témoins des attentats divers qui sont produits un petit peu partout, ou des agressions antisémites permanentes dans le métro, partout, dans la rue, enfin je ne vais pas en faire de la liste, c'est colossal, ne se sentent pas à l'aise malgré les interventions politiques. Alors, ces gens-là, je vais arriver à ma question rapidement, ces gens-là arrivent en Israël en se sentant chassés de France, et ils débarquent dans un pays que finalement ils ne connaissent pas, et ils ne connaissent pas les structures, et ils ne connaissent pas très bien la civilisation et le fonctionnement. Alors ma question est la suivante, est-ce que la Sortnout, l'agence juive, fait correctement son travail et ne devrait pas plutôt faire des stages de formation en France, comme ça s'était fait dans le temps où il y avait des pré-kibbutz qui enseignaient aux futurs Israéliens, aux futurs habitants de la terre d'Israël, de travailler dans un kibbutz et de s'adapter à la société israélienne. Alors c'est Stéphane Amar qui va répondre, mais avant de répondre, nous disons au revoir à Lali Deré qui doit partir dans son petit village pour s'occuper des canaris, des homards, des chiots, des chats, des chevaux. Je voudrais, avant qu'elle parte, je voudrais remercier tous les journalistes qui vont encore répondre à vos questions, mais ils viennent bénévolement, et c'est l'esprit d'Israël également. C'est-à-dire qu'ils viennent spontanément parce qu'ils ont envie de vous transmettre, parce qu'ils ont envie de dire, et finalement, l'argent ne compte pas dans ces cas-là. Ils viennent pour nous faire plaisir. Merci beaucoup. Alors Stéphane, réponds à la question. Alors d'abord, pour répondre à la question de M. Frankfurter, c'est plus du tout la même époque. Évidemment, on n'a plus tellement besoin d'agriculteurs en Israël. Et même si on avait besoin d'agriculteurs, il faudrait former des agriculteurs de très haut niveau, parce que l'agriculture est essentiellement technologique en Israël. Et il faudrait plus recruter dans les écoles d'ingénieurs, etc. Mais la question que vous posez est intéressante parce qu'en fait, il y a un vrai paradoxe en France. Parce qu'en fait, les gens qui sont visés par ce que vous dites, c'est-à-dire par l'antisémitisme, en réalité, c'est qui globalement, encore une fois, sont les religieux. Sont les gens qui fréquentent les lieux de la communauté organisée. C'est-à-dire les synagogues, les écoles, les épiceries cachères, etc. Et ceux-là même, en fait, ils sont travaillés par des courants extrêmement antisionistes. Par exemple, on va dire le gros de l'establishment religieux en France est sinon indifférent, des fois même carrément hostile au sionisme. On voit par exemple les déclarations récurrentes de l'ancien grand rabbin de France, Joseph Citruc, qui sont d'un point de vue, si vous voulez, sioniste en fait, hein, d'un point de vue, on va dire, d'un juif qui considère que le retour en Israël constitue un idéal.
qui sont enfin, de nature à faire tomber les bras en fait, de ces gens-là, qui se battent, des gens de la Jangile, etc., pour que les Juifs montent, parce que le message en fait, qui est diffusé en France, et qui est diffusé par l'ancien grand rabbin notamment, c'est de dire, si vous n'êtes pas sûr d'avoir le même environnement religieux en Israël, restez en France. Donc c'est absolument aberrant en fait, du point de vue sionisme. Donc ces gens-là qui sont visés, qui sont les premiers visés, par l'antisémitisme, parce qu'ils sont visibles, on peut les attaquer dans le métro, on les reconnaît, etc. Ils sont déchirés, parce qu'on leur dit non, il vaut mieux que vous restiez, même si effectivement vous allez vivre de plus en plus dans des ghettos, dans des endroits surprotégés, etc. Si. On leur dit, c'est ce qu'on leur dit en France, hein, je vous assure c'est ça. Non, c'est ce qu'on leur dit en France, c'est pas vrai. Le Rav Shach est mort, le Rav Eliashiv est mort. On sait très bien qu'il est branché sur Bnei Brak. Le Rav Benhaim l'a balancé, il a été remplacé. C'est lui, il représente le rabbinat tel qu'il est en France, m'excuse, c'est vrai. Je veux dire, le Rav Korcha, il dit pas autre chose. Le Rav Korcha, il a un discours d'apaisement, enfin le nouveau grand rabbin de France, il a un discours d'apaisement au sens chamberlien du thème, je sais pas si on peut dire ça, c'est de dire, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Voilà, donc en tout cas, les gens qui vont écouter le rabbin ou leur cadre, et les gens en fait qui ne sont pas concernés par ça, parce que des gens par exemple qui vivent complètement dans la communauté, à part quand on évoque Israël au bureau, ils ne sont pas dérangés finalement dans leur vie quotidienne. Mais ceux-là ils sont plus enclins à émigrer. Très bien, une autre question. C'est bien, eh bien il était temps que vous vous réveilliez. Allez, la question. Le micro. Attendez le micro. Quand les Juifs de France choisissent de monter en Israël, ils subissent des critiques cinglantes de la sphère médiatique. Ce sont des lâches, ce sont des déserteurs. Peut-on m'expliquer pourquoi il y a une asymétrie avec les jeunes diplômés français non juifs qui choisissent de s'expatrier en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, qui eux ne subissent aucune critique? Deuxièmement, quand il y a eu l'affaire de la surtaxe de 75% au moment de la campagne électorale sur les revenus, c'est un parallèle avec Netanyahou qui a été critiqué, il y a un Premier ministre anglais qui a conseillé aux chefs d'entreprise français de venir s'établir en Angleterre. Et ce Premier ministre anglais n'a subi aucune critique, contrairement à Netanyahou. C'est bon, c'est pas une question, c'est très bien, vous vouliez vous exprimer. Après, le monsieur du fond avec le micro, vous vouliez passer une question? Ah oui, c'est... Ah, il voulait rien porter le micro. Alors une autre question là-bas. Le micro est là. Bien, je m'appelle Ariel Assad, je suis guide et j'aime beaucoup vous lire dans la presse, dans vos différents médias. Mais je me pose la question, est-ce que vous êtes une partie de... Est-ce que vous êtes la solution au problème ou est-ce que vous êtes le problème lui-même? Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive en France, en Israël, et son problème c'est la langue. Il a des journaux en français excellents, vous êtes excellents, j'aime vous lire. Il a le câble français, et en fait, il est entièrement coupé. Je suis non-israélien, il y a 37 ans. J'ai pas le choix, j'ai dû lire des journaux israéliens, la télé israélienne, et ça a énormément aidé dans mon intégration. Aujourd'hui, un tel éventail de médias en français qu'on n'a plus tellement besoin d'apprendre le français. Est-ce que tu as une partie du problème? Ouais, je pense que je vais donner la parole à Avram, parce que c'est un sujet qui veut tient à cœur. Je pense, Ariel, le fait que tu lises encore après presque 40 ans d'Israël la presse française prouve qu'il y a un besoin, y compris pour quelqu'un comme toi, qui est arrivé, qui s'est intégré, qui a changé de nom de famille et qui est marié avec une Israël, qui a des enfants qui ne parlent pas français. Ses enfants ne parlent pas français, je crois. Donc, tu as prouvé qu'on pouvait s'intégrer parfaitement en continuant de lire la presse française, donc je trouve que c'est un plus, et pour certains même un plus hebdo. Je peux juste rajouter une phrase, Abraham, pour Ariel. Il ne faut pas oublier que la presse francophone en Israël, elle n'est pas uniquement destinée aux francophones qui sont déjà ici. Elle est aussi destinée aux juifs qui sont encore en France, au Canada, en Suisse, en Belgique, qui sont inondés de propagande des médias français et qui sont très heureux d'avoir un regard beaucoup plus objectif et réel sur ce qui se passe ici. Mais la presse francophone, papier ou internet en Israël, c'est aussi pour dire ce qui se passe dans la société israélienne. Ce ne sont pas uniquement les Français qui parlent au français. On parle exactement des problèmes de la société israélienne et en français. Parce que finalement, s'il n'y avait pas de presse francophone,
eh ben, je ne crois pas que vous liriez Yediot Ahronot ou Israël Hayom pour la plupart d'entre vous, ou alors avec peut-être les grands titres. Et pour la petite histoire, moi je me rappelle quand je suis arrivé pour ma deuxième alliance, on va dire, il y a 15 ans, et que j'étais dans ces bêtes Knesset où il n'y avait que des guillonotes en hébreu et en anglais, je me suis dit, et pourquoi pas les francophones, ils ont bien droit aussi à leur petit journal en français, et c'est de là que l'histoire a commencé, ma petite histoire, on va dire. Et bon, c'est vrai qu'on se met vite à dos les rabbins, parce que finalement on fait une grosse concurrence quand ils parlent, nous on lit, c'est pas très beau, mais sinon je pense que l'intégration et les médias francophones n'empêchent pas, je pense, l'intégration. Quelqu'un qui veut vraiment s'intégrer, il peut lire aussi en français et aussi en hébreu. Et ceux qui lisent depuis longtemps en hébreu aiment aussi lire la langue de Molière. Je pense que c'est aussi important. Mais merci pour la question et merci de nous avoir attaqués. Ça fait du piquant. Personnellement, j'aurais deux souhaits. Le premier souhait, c'est de dire à chacun d'entre vous de ne plus dire les olim. On dit les olim. Les olim, ça ne veut absolument rien dire du tout. Alors ne dites plus les olim, dites les olim. Voilà, c'est un souhait qui est facile à réaliser. Le deuxième? Le deuxième souhait, c'est de dire aux trois premiers journalistes qui ont parlé de ne pas répercuter ce qu'ils ont dit ce soir dans leurs médias. Ah bon? La première journaliste a parlé, si vous avez peur, c'est perdu d'avance, ne venez pas. Presque. Je schématise. La deuxième journaliste a dit, il y a beaucoup de problèmes en Israël, il y a des ghettos, etc. Quand on entend ce mot ghetto, ça refroidit tout le monde. Le troisième journaliste, Blum numéro 1, a parlé d'échecs plusieurs fois. Alors, c'est vraiment d'un pessimisme extraordinaire. Ne refroidissez pas la communauté française. Il a fallu attendre Stéphane Amar ou Blum numéro 2 pour avoir une note d'optimisme, bien que je ne partage pas ce qu'a dit Stéphane Amar sur le grand rabbin Citruc, ce n'est pas le moment d'en parler, mais c'est un pérouche qui n'est pas très catholique. C'est un pérouche personnel, mais je voudrais le dire vraiment, il a fallu attendre ces deux journalistes pour avoir une note d'optimisme. Or, ce que nous devons dire nous-mêmes à la communauté française, venez en Israël, il n'y a d'avenir que dans ce pays. Il n'y a que là où vos enfants sont sauvegardés. C'est difficile, on est là pour vous aider. Et non seulement on va vous aider, mais vous allez nous aider à faire de ce pays quelque chose d'extraordinaire et un potentiel énorme. Et vous allez nous aider à faire de ce pays ce que les prophètes ont dit, Haaretz Hazot Yihye Or Lagoyim. Ce pays sera la lumière des nations. Alors venez nous aider. Alors on va terminer avec une note optimiste parce que vous savez que nous fêtons bientôt les 67 ans de l'État d'Israël. Alors oui, nous sommes un pays libre avec notre propre armée. Nous pouvons librement nous promener, nous défendre. Tout le temps est réglé par rapport au Shabbat. Et ça, c'est la plus grande victoire des Juifs en Israël et de l'Alia. Vous voulez terminer, madame, parce que c'était bien comme conclusion. Oui, très bien. Mais justement, je vais vous donner un point de vue différent. C'est au sujet de l'opinion publique israélienne. Quand je suis là depuis 32 ans, je lis plus la presse israélienne que la presse française. Et de tous mes amis, je vois un très grand intérêt pour ces Juifs de France qui viennent, pourquoi, comment, etc. Ma question est, que faites-vous, ou qu'avez-vous fait, ou que pouvez-vous faire encore au niveau de vos collègues journalistes israéliens pour faire passer justement tous ces messages plus authentiques de la mentalité française? Merci. Il faut comprendre quelque chose, c'est que le monde intellectuel israélien, il est très majoritairement post-sioniste. Pour des raisons qui seraient un peu longues à expliquer, mais en gros, il a été façonné à l'université de Jérusalem, qui est le cœur intellectuel du post-sionisme, c'est-à-dire qu'il consiste à dire que le sionisme est une erreur, qu'il a prospéré sur le malheur d'un autre peuple, que la terre d'Israël a été volée aux Palestiniens,
Enfin, c'est toutes les théories de Buber, etc., qu'on connaît, de Magnès, enfin bref. Donc il est héritier finalement de cette évolution intellectuelle. Et c'est pour ça que 80% des journalistes ou 90% des journalistes ont soutenu la gauche aux dernières élections. Et on a très bien vu que quasiment tous les grands médias israéliens étaient pour la gauche et sont sensibles à toutes ces thèses d'Oslo, etc. Donc quand on les confronte à l'Aliyah de France, ça les met assez mal à l'aise en vérité. D'un certain côté, ils sont contents, ça leur fait plaisir que des juifs rejoignent Israël. Ce sont des juifs français qui sont considérés comme des juifs éclairés, contrairement à la fille là, qui a parlé, qui était ahurissante, l'actrice que tu as mis sur Facebook, qui disait que les Sfaradim étaient quasiment des animaux. Pour eux, bon, les Français, c'est quand même des gens d'un certain niveau, donc ils sont contents. Mais d'un autre côté, ils voient bien que ce sont des gens empreints de sionisme, même souvent qui sont très sensibles aux thèses de la droite, ils sont même parfois expansionnistes, ils voudraient que Israël s'installe dans toute la patrie biblique. Et donc ça, quelque part, ça les met extrêmement mal à l'aise. Et alors, remis une petite frange de journalistes autour de Makor Rishon ou de Boaz Bismuth, enfin des gens comme ça, voilà, d'Israël Hayom, qui sont vraiment en phase avec l'Aliyah de France. La plupart des gens sont très gênés finalement que les gens qui viennent ici sont des gens qui vont être un réservoir de voix pour les partis de droite, voilà, pour les partis comme ceux de Naftali Bennett, etc., ou Yachad, enfin, des gens religieux, nationalistes, etc. Donc on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils ouvrent grand les bras au niveau intellectuel à l'Aliyah de France, parce que pour l'instant c'est en train d'évoluer, mais majoritairement le monde intellectuel israélien et donc le monde journalistique est très très ancré à gauche et même post-sioniste. Bravo. On remercie Shraga Blum à ce numéro 2, Michael Blum numéro 1, Stéphane Amar et Cathy Bisror et Lali Deré bien sûr pour cette soirée. Merci à vous. Merci beaucoup à tous vos invités. Avant de quitter, si vous voulez bien, on va chanter quelque chose. Vous avez eu un petit bout de papier. C'est le Shir Hamalot, puisque c'est le chant du retour. Et sur l'air de la Tikva. Shir Hamalot, le Shuv Adonai, et Shivasi Adonino Gecholim, O Shimane Zeratino, Ulshonenu Rino, Oz Yomru Badoyim, Idil Adonai Lasasim Idil Adonai Lasasimanu, Ayinu Senelim, Shuv Adonai Eshevisenu, Kafikim Banegev, Azorim Bedima Berina Yikzao, Ola Yeleru Bara, Nosen Neshev Azara, Goyo Berino Nosen Anu Mozo. Bonne rentrée et à très très bientôt. Et merci à nos Africains d'être là, mais aussi à tous les Français qui sont encore provisoirement à l'extérieur, mais qui vont venir bientôt, si Dieu le veut. Bonne soirée, merci beaucoup.